Bobo, baroudeur, réformateur. Notre invité est un voyageur du monde désormais engagé. BFM Business. Qui êtes-vous, Jean-François Rial? Présenté par Edwige Chevrillon. L'invité de Qui êtes-vous, c'est donc vous, Jean-François Rial, président, directeur général de Voyageurs du Monde. Voyageurs du Monde, c'est les plus beaux voyages. On va avec vous voyager, mais pas seulement parce que vous êtes désormais engagé J'ai toujours presque été. en politique, un peu plus. Merci d'être avec nous. Merci. Jean-François Rial, Voyageurs du Monde, juste peut-être pour situer quelques chiffres, j'aime bien qu'on puisse vous cadrer. 420 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2 grands métiers, le voyage sur mesure avec la marque Voyageurs du Monde, mais aussi le trekking avec la marque Terre d'Aventure, du vrai voyage, du voyage individuel sur mesure ou des grandes marches à pied pour découvrir les cultures des autres. On dit souvent que Voyageurs du Monde, c'est d'abord des voyages et non pas des vacances. On nous qualifie parfois de haut de gamme, je dirais pas ça. On est surtout très fort en termes de qualité de service. On a des spécialistes pays. On va très loin dans les détails des contenus des voyages. On vous fait vraiment un voyage qui est complètement en phase avec ce que vous êtes vous, vos émotions, votre sensibilité, vos centres d'intérêt. On sort des triptyques habituels, hôtels, musées, restaurants dans les voyages. On vous fait vraiment un voyage pour vous, que pour vous, avec beaucoup de services. C'est ça l'engagement de Voyageurs du Monde. Alors là, il y a beaucoup de jours fériés, les vacances. Je ne sais pas, faites-nous rêver peut-être quelques minutes. Les destinations les plus folles, c'est toujours la question que je vous pose, mais parce qu'à chaque fois je voyage avec vous, Jean-François Rial. Ce qui marche très fort en ce moment. D'abord, il faut savoir que les voyages marchent à peu près partout dans le monde à l'heure actuelle. Ça marche très bien. Mais il y a des destinations qui sont complètement prisées de façon extrêmement forte, comme l'Islande, l'Italie, comme toujours, le Japon. Alors le Japon, ça explose. Total. L'Iran. C'est très cher. L'Iran. Oui, c'est très cher. C'est très cher, c'est vrai. Mais il y a une attirance pour le raffinement japonais, pour l'esthétique japonaise, qui est assez incroyable. On est bien au-dessus des chiffres avant Fukushima sur le Japon. Mais on a aussi l'Islande qui fait un carton, l'Iran qui marche très bien, Cuba qui n'en finit plus de fonctionner. Et puis bien sûr les grands classiques habituels du voyage qui fonctionnent toujours très bien, comme États-Unis, Brésil, le Vietnam. Et puis tous les pays européens un peu pointus, l'Albanie, le Monténégro, la Russie qui marche très fort. Voilà. On peut dire c'est que notamment pour la France, parce que vous êtes aussi en France. 2017 a été une année extraordinaire, mais un peu partout. Pour vous, 2017, ça a été la redécouverte de l'Amérique, non? 2017 a été une bonne année, mais 2018, avec les ventes faites en 2017, d'ailleurs depuis l'élection du président Macron, je dirais le voyage s'est jamais aussi bien porté, parce qu'il y a une vraie confiance qui est revenue dans la tête des consommateurs. Les gens qui voyagent ont décidé de dépenser, de se faire plaisir. C'était un peu bridé, il faut dire, ces dernières années. Et le voyage, dans tous les secteurs, pas que dans le créneau de Voyageurs du Monde, marche très fort. On n'a jamais eu des croissances aussi fortes que ces derniers temps. Oui, c'est incroyable. Donc ça veut dire qu'en fait, attentats, risque de guerre, je sais pas, je pense à l'Iran, où quand même la situation, on le voit bien, on le voit tous les jours, est pas évidente. Les gens, c'est pas grave, on va voir, on découvre. C'est dépassé. Ça, par exemple, un des facteurs clés de la croissance de notre entreprise à l'heure actuelle, c'est que les destinations du monde arabo-musulman, Iran, Égypte, Maroc, même la Tunisie, Jordanie, non? Jordanie, Israël, Palestine, redémarre très fort. Par exemple, on a un bateau qui est mythique, que tout le monde connaît sur le Nil, il est complètement plein. On n'a jamais marché aussi bien sur l'Égypte que depuis à peu près 6-8 mois. Je dirais que tout ça est un peu dépassé. Les gens ont compris que le risque existait partout, chez eux comme ailleurs. Et donc finalement, ils ont une appréhension du risque qui est meilleure qu'avant, qui est plus juste qu'avant. Est-ce qu'ils ne s'habituent pas au risque? On ne s'habitue pas au risque. Une fois, vous aviez utilisé cette formule du reste. Bien sûr, ils s'habituent au risque et ils considèrent que finalement, aller à Lyon à la Fête des Lumières, c'est peut-être plus dangereux que d'aller en Égypte sur la vallée du Nil quand il n'y a pas grand monde. C'est clair. Et puis aujourd'hui, le risque, il est très diffus, il est à la fois partout et très petit.
Vous voyez, la probabilité que vous fassiez tuer dans un attentat, elle reste quand même très faible. Elle existe, hein, mais elle est quand même très faible. Jean-François Rial, on reviendra tout à l'heure sur votre carnet de route, un peu parce que vous êtes ex-journaliste, hein, c'est presque comme ça qu'on s'est côtoyé. Vous êtes... non, vous n'aimez pas trop ça. Analyse financière, vous préférez, je ne suis pas sûre. Non, alors ça, j'aime encore moins. Non, j'adore les médias, j'adore la communication, mais j'ai jamais été journaliste ni analyste financier. Ouais, j'ai toujours été un entrepreneur. Ouais, enfin, mais on verra tout à l'heure. Engagé, justement. On vous a vu beaucoup, vous avez été un peu au cœur, notamment du côté chef d'entreprise, de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Votre première rencontre avec lui, c'était quand ? Ma première rencontre avec lui, c'était quand il... Alors, je vais vous dire tout à fait franchement, je m'en souviens pas. Lui s'en souvenait quand je l'ai revu. Ouais, c'est très, très marrant. Quand on s'est vu la première fois au QG d'En Marche, il m'a dit qu'on se connaissait. C'est vrai que je me souvenais l'avoir rencontré dans une réunion, mais je me souviens plus à quel sujet, je vous l'avoue franchement. Et puis ensuite, pendant la campagne, on s'est plus fréquenté parce que moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant chez lui, c'était pas que je le connaissais, c'était que je trouvais que les solutions qu'il proposait étaient enfin intelligentes pour ce pays. C'est-à-dire, par exemple, prenant les questions économiques, moi, je suis plutôt de sensibilité de gauche. On considère que les propositions économiques qu'il faisait étaient de droite. Eh bien, moi, je considère que les propositions économiques qu'il faisait étaient ni de droite ni de gauche, mais efficaces pour le pays et donc allaient permettre, par exemple, de faire baisser le chômage et donc d'aider les plus démunis. J'en avais marre un peu de ce discours tranché, permanent, alors qu'on savait tous très bien, qu'on soit de gauche ou de droite, qu'est-ce qu'il fallait faire pour réformer ce pays. Et ça m'a plu chez lui. Mais Jean-François Rial, c'est parce que vous êtes devenu un patron qui a réussi, vous êtes un homme riche, vous êtes coté, donc maintenant, vous avez un peu évolué, quoi. Je veux dire, c'est normal, c'est votre sensibilité peut-être plus liée à votre portefeuille, non ? Mais je ne crois pas, parce que d'abord, j'ai pas d'intérêt économique dans les moindres changements qui se produisent. Et puis, j'ai toujours payé mes impôts, mes plus-values, mon ISF en France. On reverse 30% de nos profits à nos salariés, moi et mes associés, 10% de nos profits à une fondation. Donc on est resté totalement en ligne avec cette idéologie, cette philosophie. Non, moi, si bobo, ça ne veut pas dire grand-chose. Si bobo, c'est verser 30% de ses profits à ses salariés et 10% de ses profits à des fondations d'intérêt général, eh ben je suis bobo. Non, je suis quelqu'un de libre, ça ne veut rien dire bobo. Par contre, c'est vrai qu'on est plutôt des entrepreneurs de gauche sociale, on va dire, de gauche libérale, et que les propositions qu'Emmanuel Macron a faites nous ont plu, parce qu'on considérait qu'elles étaient dans l'intérêt du pays et de notre pays et de tous ses citoyens, pas des riches. Aujourd'hui, on le taxe de président des riches. Mais vous n'êtes toujours pas répondu à ma question. On va vous écouter. Tiens, il y a eu un documentaire de BFM TV justement sur le casse du siècle. Vous me direz si le mot casse vous va. Non, vous avez vu, vous étiez le chef. Oui, je crois que c'était le seul chef d'entreprise qui a accepté de témoigner. On va vous écouter. Puis après, vous allez dire si vous êtes d'accord avec ce que vous avez dit. Ceux qui pensent comme Emmanuel Macron étaient ceux qui étaient, entre guillemets, je dirais, les citoyens les plus aisés en France. C'est-à-dire que les citoyens les plus aisés, les gens comme moi et comme d'autres, qui connaissent assez bien la vérité de ce qui dysfonctionne en France, étaient en harmonie avec ce discours. Donc vous voyez, c'est un peu comme l'offre et la demande étaient en phase. Voilà. Alors je le dirais un peu différemment, parce qu'on ne faudrait pas faire croire aux Français que, comme on veut parfois le faire croire, ce sont les riches qui ont mis leur président à la tête du pays. Ça n'a pas de sens. Vous avez financé, vous l'avez financé sa campagne. Bien sûr, mais vous savez, c'est 7 500 € par chef d'entreprise maximum, ça ne va pas très très loin. Hein. Bon, non, je dirais que c'est les Français les plus informés. Les plus informés, mais ils ne sont pas forcément les plus aisés, mais les plus informés de la situation économique dans laquelle on est, qui savaient que ce que proposait Emmanuel Macron était juste. Combien de fois vous avez eu des discussions avec des hommes politiques de gauche et de droite qui vous disent « Mais oui, on est d'accord, mais on ne peut pas le dire, mais c'est inacceptable, c'est insupportable. » Moi, j'en avais marre d'entendre ça en permanence. Oui. Et Emmanuel Macron a été le premier à dire la vérité sur ce qu'il fallait faire dans l'intérêt collectif, et en particulier des plus démunis. Et c'est pour ça que nous, on l'a soutenu, enfin moi en particulier. Quant au fait que j'ai été le chef de cette entreprise à parler, c'est assez classique. Quand vous parlez politique, vous êtes entrepreneur, et que vous parlez argent quand vous êtes entrepreneur, c'est pas très confortable. Et moi, j'estime que ce qu'ont fait les équipes d'Emmanuel Macron pour financer leur campagne, je l'ai vécu de l'intérieur, a été exemplaire.
exemplaire. Ils ont refusé les dons trop élevés, ils ont refusé les dons de gens qui n'étaient pas très très nets, ils ont renvoyé de l'argent. Je l'ai vécu de l'intérieur et je trouvais qu'il fallait assumer et le dire et ne pas s'en cacher. Il n'y a rien de tel que de se cacher pour générer de la suspicion. On n'avait rien à cacher dans cette affaire. Est-ce que les réformes qui conduisent vous dites vont dans le bon sens, mais on voit bien, c'est-à-dire que sur l'assurance chômage, il y a quand même un côté qui va pas jusqu'au bout de sa logique. Sur la formation, pourquoi ce sont les branches qui sont mieux placées alors que les branches c'est un bordel innommable? Est-ce que les branches sont mieux placées peut-être que les régions? Il y a quand même une dimension aménagement du territoire. Vous voyez, qu'est-ce qui vous séduit là-dedans? Non, moi je pense que... Je vous pousse un peu parce qu'il y a évidemment à BFM Business, on trouve que les réformes vont dans le bon sens, mais bon. Globalement, on le voit bien que prenons l'exemple de la réforme professionnelle. Ouais. On sait très bien qu'on dépense énormément d'argent dans la réforme professionnelle, décidée par les entreprises ou par les syndicats, et qu'on n'est pas efficace. Et qu'on n'est pas efficace dans le sens où on ne forme pas les gens qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils n'ont pas les qualifications nécessaires. On va inverser la logique. On va considérer que chaque citoyen a un droit à la formation qu'il va adapter à ses besoins. Moi, je trouve que c'est intelligent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, continuer à dire la réforme professionnelle qui coûte 25 ou 20 milliards d'euros par an et elle fonctionne, non, elle ne fonctionne pas. L'assurance chômage, moi, je trouve intéressant, qu'on dise que celui qui démissionne, aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on a du chantage à la démission en permanence. Oui. Donc on lui dit, si tu veux pas me licencier, eh bien, si tu veux pas me licencier, je démissionnerai pas et je foutrai rien dans l'entreprise. Donc finalement, on finit par faire des licenciements arrangés parce que les gens veulent démissionner. Ce que Emmanuel Macron a proposé pendant la campagne là-dessus, c'est du bon sens, c'est de l'intelligence, c'est ce qu'on vit tous les jours. Oui, mais on va le financer. Qui va le financer? Mais on peut le financer par le fait qu'on évite les abus et les systèmes de fin. Ce qu'il propose, c'est-à-dire qu'au bout de 2 emplois refusés, eh bien, on n'a plus de chômage. Est-ce que c'est la première fois que vous vous engagez autant, Jean-François Rial? Oui, c'est la première fois. Vous êtes séduit par l'homme, séduit par le projet? Alors, j'ai été extrêmement séduit par son discours sur la vérité. Pour moi, il disait la vérité sur un tas de sujets. Maintenant, c'est la première fois effectivement que je me suis engagé comme ça, mais je suis pas, jamais je ne ferai de politique. J'ai jamais eu pour ambition de devenir député, ministre, encore moins. On verra ça plus tard, oui. Non, je ne dirai ça jamais parce que c'est pas mon métier, j'ai pas l'ADN qu'il faut pour ça. Par contre, les idées m'intéressent. Et puis par ailleurs, quand je suis en désaccord, et je l'ai montré récemment en signant une tribune sur les migrants, quand je suis en désaccord majeur avec le président de la République, je le dis aussi. Donc je ne lui donne pas un chèque en blanc par principe, c'est pas le problème. Est-ce que vous trouvez que, d'une manière générale, justement, les chefs d'entreprise sont toujours les premiers à râler contre ce que font les politiques, mais qui ne s'engagent pas suffisamment? Les chefs d'entreprise, ils considèrent, d'une façon générale, que ça, d'abord, dire ce qu'ils pensent sur le plan politique est dangereux pour leur business, parce qu'ils pensent qu'ils ont des clients qui ne pensent pas comme eux, et donc c'est un problème. Donc ils ne le font pas. Et puis d'autres considèrent même, quand vous écoutez par exemple Bernard Arnault parler de ce sujet, il considère que le chef d'entreprise n'a pas à faire cela. Nous, on pense exactement le contraire. On pense que l'entreprise est citoyenne, que l'entreprise a des responsabilités, qu'il y a des responsabilités sociales, qu'il y a des responsabilités environnementales. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui dans les projets de loi qui sont en train d'être mis sur le fait que l'objet social d'une entreprise n'est pas uniquement de faire du profit. Et donc, nous, on considère, à tort ou à raison, qu'on est engagé dans la société, qu'on a une responsabilité. Quand on fait voyager nos clients dans le monde entier et qu'on dit que vous serez en carbone neutre, c'est pas par hasard. Alors, justement, on va revenir, ça va faire le lien. Vous êtes aussi engagé sur le plan climatique, écologique. Comment est-ce que vous appelez votre démarche et d'où vient-elle? Est-ce que c'est un phénomène de communication? Est-ce que c'est au contraire, vous ressentez ce besoin? Moi, je pense qu'on est dans une situation où la planète est gravement en danger. Elle est gravement en danger sur le réchauffement climatique, elle est gravement en danger sur le plan agricole. En particulier sur ce qu'on mange, et elle est gravement en danger, et même peut-être pour l'humanité, sur le plan de la biodiversité. Moi, je suis un écologiste de raison. Je ne suis pas un écologiste par principe. Je suis devenu écologiste par raison, c'est-à-dire que j'ai constaté, et je m'en suis particulièrement préoccupé pendant la campagne, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets, qu'on ne pouvait plus ne pas être écologiste. Par exemple, je vais peut-être choquer certains,
Mais moi, je considère qu'Anne Hidalgo, quand elle ferme les voies sur Berge, elle dérange les Parisiens, mais elle a raison sur le long terme. Non, c'est les banlieusards, surtout, c'est les banlieusards. Peut-être, mais on ne va pas pouvoir continuer à ne pas changer nos comportements et à respirer, génère des maladies. Donc, à un moment donné, sauf que c'est encore pire depuis la fermeture, mais ça, c'est autre chose. Bon, il y a plein de rapports qui se discutent là-dessus. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Moi, je ne fais pas de politique. Je considère qu'elle a raison sur le sujet. Le Nil, vous polluez le Nil. Bien sûr. Vous emmenez des tas de touristes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeter leurs trucs. Bien sûr, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met des tubes solaires écologiques pour pouvoir réduire les déchets. Et je viens de faire un voyage récemment pour pouvoir passer en carbone neutre sur nos bateaux. Et tous nos clients qui voyagent en avion, parce que l'avion, ça génère beaucoup de CO2, eh bien, on a décidé que sur toute de forêt additionnelle, c'est pas de la compensation comme ça pour faire du greenwashing ou du marketing. On plante des arbres, on dépense 1,5 million d'euros par an. On le fait au Bangladesh, en Inde et ailleurs avec nos partenaires comme Danone et comme Hermès dans le fonds Livewoods. C'est un projet extrêmement puissant et qui garantit ce qu'on appelle l'additionnalité de l'absorption du CO2. Et on dépense 1,5 million d'euros par an quand même dans cette affaire, donc c'est pas rien. Parce qu'on considère que le réchauffement climatique est un danger pour la planète et que donc si on veut continuer à voyager, il faut qu'on voyage de façon écologiquement responsable, tant qu'on n'a pas les moyens d'avoir un carburant qui soit neutre sur le plan du CO2. Donc là, vous avez un engagement très fort, vous avez pas mal d'engagements du reste. On a beaucoup d'engagements là-dessus, oui. On a des engagements aussi sur je dirais, c'est le gros engagement, c'est le CO2. Mais on en a également sur les... on finance, agir pour un tourisme responsable. On est des financeurs du principal label du tourisme responsable. Vous êtes dans le programme United? Bien sûr, mais ça fait longtemps, ça fait très longtemps. On est une entreprise qui se préoccupe des conséquences écologiques et sociétales de ses activités. On n'est pas une entreprise philanthrope, on est une entreprise de profit, on fait des profits, mais on se préoccupe de ça. Et en s'en préoccupant d'ailleurs, au passage, on est efficace économiquement parce que nos salariés et nos partenaires dans le monde entier sont fiers qu'on se préoccupe de ça. Et du coup, au final, c'est même bon sur le plan de l'efficacité économique. Oui, vous voyez, la raison rejoint la morale. J'allais dire justement, c'est la question, je vais être très cynique, mais justement, c'est bien, c'est bon pour votre image. Ça montre quand même pour Voyageurs du Monde qu'il y a un souci de la planète, puisque vous emmenez des gens dans des destinations les plus improbables. Vous faites des... Je pense que votre clientèle, qui est une clientèle assez aisée, pour certains assez riches, ils aiment bien, justement, ça leur donne bonne conscience, le fait que vous soyez aussi écologique, aussi soucieux, justement, de ce carbone neutre. Alors, c'est très intéressant, ça, parce que je pense que nos clients, malheureusement, globalement, s'en fichent. Ah bon? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils s'en fichent moins, je pense, quand même. Ouais, mais quand on a commencé il y a 15 ans, ou il y a 10 ans... Ouais. Ils s'en fichaient complètement. D'ailleurs, on leur a proposé de participer. Ils n'ont pas participé du tout. Ils trouvent que c'est très bien qu'on le fasse, mais si on ne le fait pas, c'est pas très grave. Je dirais que la proportion de ceux qui ne s'en moquent pas augmente. Mais on ne le fait pas pour ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas très efficace sur le plan... marketing, vous voyez, je pense que nos clients achètent des voyages chez nous parce qu'on a des très bons conseillers, très pointus et très spécialistes, parce qu'on a des concierges à destination, parce qu'on a un super service, parce que, mais pas à cause de ça. Ça, c'est notre engagement à nous d'associés, d'actionnaires et de dirigeants. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites nous. Alors c'est bien, vous avez deux associés, mais vous dites toujours nous. Vous dites jamais je. C'est à noter. C'est à noter. Juste une dernière question là-dessus, Jean-François Rial. À propos de voyage, le président veut supprime l'exit tax, c'est-à-dire qu'une taxe avait été instaurée pour les Français qui veulent aller à l'étranger, s'installer, pas comme vous, prendre votre bateau en Égypte. Vous êtes favorable? Vous trouvez que c'est voilà, là pour le coup, ça va toujours dans le même sens? Écoutez, moi je pense que toutes les mesures qui sont de nature à éviter que les entrepreneurs français quittent le pays, restent en France, investissent en France, mais ça, c'est l'inverse, payent leur plus-value. Non, c'est pas du tout ça. Si vous voulez, pourquoi il envisage de supprimer cette exit tax? Il envisage de la supprimer parce que le fait qu'elle existe pousse certains à anticiper leur départ. Alors, on peut contester que politiquement ce soit habile de faire ça au moment où il y a toute l'ambiance sociale qu'il y a et où le fait que l'ISF ait déjà été supprimé, ce qui à mon avis est une bonne idée.
Mais par contre, moi, ce que je crois, c'est qu'il a politiquement tort de le faire maintenant, mais qu'il a intellectuellement raison de le faire. Ouais, ça me Donc, rappelle quelque chose. j'y suis favorable. Mais j'y suis favorable presque pour les conséquences sociales. C'est-à-dire que c'est pas bon qu'on ait les entrepreneurs qui s'en aillent et qui ne restent pas en France en ayant peur d'être un jour taxés s'ils s'en vont. Pour créer des emplois en France. Vous savez, je vous raconte une anecdote. Non. Désolé, on n'a pas le temps. Désolé, c'est l'heure de votre carnet de route, Jean-François Rial. BFM Business. Qui êtes-vous? Le carnet de route. Carnet de route, c'est d'où vous venez, où vous allez. Vous voyez, vaste sujet. Fils d'enseignant? Fils d'enseignant. Oui, enseignant de quoi? Alors, mon père, professeur en école normale, technique, formé des professeurs pour les écoles techniques. Et ma mère, institutrice spécialisée pour les cas sociaux, très engagée sur les droits humains, sur les droits de l'homme. Je dirais que mes parents m'ont donné beaucoup des engagements dont on a parlé jusqu'à présent. Vous êtes passionné d'histoire et de géographie, mais vous faites des maths. Pourquoi? Alors, je Par suis hasard passionné d'histoire et de géographie, mais je suis un passionné aussi de mathématiques. D'accord. Et de philosophie. C'est mes 4 matières préférées. Il y en a d'autres où je suis moins bon, comme les langues, par exemple, qui est assez ennuyeux vu le métier que je fais. Mais j'ai toujours adoré les calculs, les mathématiques, mais aussi les cartes, l'histoire, la géographie, voilà. Et vous rentrez, donc on en a mentionné tout à l'heure, vous rentrez en fait dans une société qui s'appelle Finafo, qui était très connue à l'époque, et maintenant n'est plus très connue, dans la finance. Oui, enfin dans l'information, dans des logiciels d'information financière. Une espèce de Bloomberg français. Oui. Et là, vous atterrissez là-dedans un peu par hasard, et vous en ressortez un peu par hasard. Je veux dire un peu par hasard, parce qu'on est très loin de Voyageurs du Monde. Chez vous, c'est toujours le truc que tout le monde se dit, tiens, qu'est-ce qui lui a pris? C'est très simple. Je travaillais dans une entreprise formidable qui s'appelait Finafo, que je dirigeais, dont j'étais pas moi-même l'actionnaire principal, loin s'en faut. Et j'ai eu envie de devenir entrepreneur avec mes amis et de le faire dans un secteur qui me plaisait. Donc j'ai décidé de changer de vie, d'investir dans le voyage et de devenir entrepreneur. Ça s'est fait au bout de 10 ans de direction de Finafo. J'ai décidé ça. Vous avez gagné l'argent? Pardon? Vous avez gagné l'argent et du coup. Alors à l'époque, j'en gagnais beaucoup quand je dirigeais Finafo. À ce moment-là, on a pris des risques énormes parce qu'on s'est endetté, on ne s'est pas payé, on a repris Voyageurs du Monde, qui est une entreprise beaucoup plus petite et qui n'était pas en une immense belle santé financière. Mais on a fait ce succès qui est connu à l'heure actuelle, en le positionnant en particulier sur le voyage individuel sur mesure, ce qu'elle ne faisait pas vraiment beaucoup à cette époque-là. Et vous êtes devenu entrepreneur, en fait. Voilà. Oui. Et ça vous a plu. Vous êtes un joueur de poker, paraît-il. Vous étiez, faut parler au présent ou à l'imparfait? Alors, je suis soyez honnête, soyez honnête. Non, mais je vais vous répondre très franchement. Je suis un joueur de poker comme je suis un joueur de tous les grands jeux de stratégie, d'échecs, de go, de cartes de toute nature. J'aime le poker pour le côté mathématique et probabilité et statistique. Je suis pas pour l'argent, c'est pas mon problème. Malheureusement, je n'y joue plus beaucoup depuis quelques mois parce que j'ai pas le temps. Mais c'est un jeu que je trouve fascinant, extraordinairement intellectuellement intéressant, mais qui a une image qui ne correspond pas à ses qualités parce que malheureusement, Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui jouent au poker. Et je posais la question à l'un d'entre eux, que je ne nommerai pas, et je lui demandais quelle était votre plus grosse paume. Et il n'a pas voulu me répondre, il a sorti son joker. Si je vous pose la question, vous me dites quoi? Moi, ça doit être 350 €. Ma plus grande perte, oui. Ah, je m'attendais à 350 000 €. Ah non. Moi, je trouve, je ne joue jamais au poker avec des sommes comme ça qui sont indécentes. Vous décidez des sommes que vous jouez. Je joue beaucoup en tournoi. Et donc, quand vous jouez en tournoi, en fait, j'ai deux façons de jouer au poker. Soit je joue en tournoi, c'est une somme fixe. Et là, vous ne pouvez pas perdre plus que ce que vous misez. Là, c'est des compétitions internationales. J'ai même participé au championnat du monde de poker. J'adore ça. Et puis, quand vous jouez avec vos amis, là, on joue 50 €. Il faut être quelle qualité pour être un joueur de poker, vous pensez? Il faut énormément de capacité d'analyse et de synthèse. C'est un peu comme quand vous êtes entrepreneur. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'informations, dont certaines sont complexes, qui se contredisent. Et à un moment donné, il faut prendre une décision. Quand on dit, par exemple, que c'est un jeu de statisticiens, c'est à la fois vrai et faux.
Vrai parce qu'il faut connaître par cœur les statistiques du poker, mais faux dans le sens où c'est 5% du problème. Ouais. Ouais. C'est un jeu très complexe. À part le Go, je ne connais aucun jeu aussi complexe que le poker. Pour moi, le poker est plus complexe que les échecs, par exemple. Ouais. Le Go, c'est le jeu le plus compliqué. Est-ce que c'est vrai que lorsque vous étiez chez Finafo, avant de lancer Voyageurs du Monde, vous avez gagné beaucoup d'argent et tout d'un coup vous vous êtes dit oh, c'est trop et vous êtes parti dans le Sahara et est-ce que ça fait partie un peu du mythe Jean-François Rial ou pas? Alors, que j'ai gagné beaucoup d'argent, c'est faux, parce que ça, je le saurais, j'en ai gagné un peu. Ouais. Que je sois parti dans le Sahara, parce que j'en avais marre de ce secteur, ça c'est vrai. Et que je sois revenu du Sahara en décidant que j'allais investir dans le voyage, ça c'est vrai aussi. D'accord, donc j'ai bon 2 sur 3. Il y a une partie de la légende qui est vraie, une partie qui est fausse. Mais ouais, le tourisme, en fait, pourquoi vous êtes... Parce que là, on est c'était... très loin de Finafo, qui est quand même un métier d'argent. Vous êtes à la frontière. Ouais. Finafo, c'était les mathématiques et l'entreprise. Oui, donc quand même, 2 sujets qui m'intéressent beaucoup. Et puis j'ai fait mes armes d'entrepreneur, c'est-à-dire que je suis devenu un entrepreneur à la tête de Finafo. Et puis Voyageurs du Monde, c'est l'histoire, la géographie et l'entreprise. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question de savoir s'il fallait mêler ses passions avec son métier. C'est très risqué, parce que quand vous réussissez, c'est formidable, mais quand vous ratez, à un moment donné, je vais vous dire, quand j'ai repris Voyageurs du Monde avec Alain Capestan, mon associé de toujours, je me suis dit, si tu te plantes, tu vas avoir la double peine. Tu vas avoir la première peine de te planter dans une entreprise, mais ensuite tu vas être dégoûté par le voyage alors que c'est ta passion. C'est très risqué. Mais je suis un homme de passion, je suis un homme de... Vous êtes un homme de passion. Alors on verra tout à l'heure un peu vos qualités, etc. dans le petit questionnaire de qui êtes-vous, bien sûr. Mais en même temps... on sent que vous êtes quelqu'un pour jouer au poker, pour être un chef d'entreprise qui réussit, qui est assez rationnel, et en même temps, vous avez une allure, vous avez presque un métier, un peu, je disais, de baroudeur, vous n'aimez pas le mot bobo. Et on a du mal à percevoir, en fait, qui tient le manche dans les deux Rial, les deux Jean-François, ou Jean ou François. Mais parce qu'en fait, c'est quelque chose sur laquelle que j'ai toujours voulu, enfin, qui est comme ça. J'ai 2 cerveaux qui cohabitent en permanence. J'ai un cerveau totalement rationnel, donc ça c'est mon côté mathématique, très chiffres, je connais ça par cœur, etc. J'ai adoré les mathématiques dans mes études, j'ai fait que ça d'ailleurs. Et puis j'ai un autre cerveau qui est plus émotionnel, qui est plus esthétique, qui est plus... le quotient émotionnel que j'adore aussi, qui a fait toute cette dimension esthétique très forte qu'on a mis chez Voyageurs du Monde. Ou va prendre le dessus, on voit ça dans un instant. On marque une pause, on se rejoint tout de suite, Jean-François Rial. BFM Business. Qui êtes-vous? Un face-à-face sans concession.